pas d'anti-France de notre côté, mais aussi une décomplexion totale dans nos rapports avec nos partenaires. Le sentiment anti-France qui s'est développé, quelle est la position du Bénin? Nous ne sommes pas dans une forme d'allégeance ou de soumission à qui que ce soit. Le départ de 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est leur choix. Nous avons le droit de le respecter. Nous devons aussi nous poser la question de savoir pourquoi c'est arrivé. La diplomatie béninoise est en mouvement. Entre pragmatisme et ambition, le Bénin redéfinit sa place en Afrique et sur la scène internationale. Avec un passeport parmi les plus avantageux du continent, une vision assumée de l'intégration régionale et un positionnement stratégique face aux défis sécuritaires et économiques, le pays s'affirme comme un acteur clé des recompositions en cours. Mais comment concilier ouverture et protection des intérêts nationaux? Quelle place pour le Bénin dans une CEDEAO en crise et face aux nouvelles alliances au Sahel? Aujourd'hui, nous décryptons les choix et les ambitions de la diplomatie béninoise avec Olusegun Adjadi Bakari. Il est ministre béninois des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Le passeport béninois est désormais l'un des plus avantageux d'Afrique, permettant un accès sans visa à 35 pays. Comment est-ce que cette politique s'inscrit exactement dans votre stratégie diplomatique? Vous savez, la question de la mobilité sur notre continent est une question essentielle. Au moment où nous parlons de la zone de libre-échange continentale africaine, au moment où la jeunesse africaine a soif d'opportunités, a soif de réussite, il est important que nous puissions offrir à nos concitoyens la possibilité de circuler sur notre continent. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un Africain qui veut circuler sur le continent africain a en moyenne besoin d'une trentaine de visas, alors que ce n'est pas le cas pour un Européen, pour un Américain. Nous, au Bénin, dès 2017, le président Patrice Talon a décidé de supprimer les visas pour tous les Africains. Tout Africain peut se rendre désormais au Bénin sans besoin de visa et nous avons décidé de mettre en place une politique active de discussion, d'échange avec nos pays frères du continent africain. Il y a une cellule au niveau du ministère des Affaires étrangères qui fait ce travail et qui essaye de pouvoir lever cette barrière pour permettre aux jeunes béninois, aux hommes d'affaires béninois de pouvoir saisir les opportunités qu'offre le continent africain. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner sur le plan économique? Il y a la possibilité de regarder le court terme, de se dire tout de suite nous avons les petits frais de visa que nous collectons. Et puis il y a la vision de long terme qui consiste à dire est-ce que nous avons envie de construire une Afrique dynamique, une Afrique intégrée? Nous parlons tous de panafricanisme. Et pourquoi est-ce qu'on demanderait à un Africain qui est chez lui sur le continent africain, de payer pour visiter un autre pays africain? Nous, au Bénin, sous la direction du président Patrice Talon, nous croyons que cela ne doit pas être le cas. Nous croyons que les Africains doivent être partout sur le continent chez eux et principalement au Bénin. Le Bénin a consenti justement à offrir la nationalité béninoise aux afro-descendants. Comment est-ce que, sur le plan pratique, comment est-ce que ça va se passer clairement? Dans les jours qui viennent, il y aura un site internet qui va être lancé parce que c'est une procédure qui va être essentiellement digitale. Les agences qui sont en charge de l'implémentation sont déjà opérationnelles, les équipes sont à pied d'œuvre et donc nos frères et sœurs de la diaspora afrodescendante qui souhaiteront emprunter ce chemin pourront le faire de la manière la plus dématérialisée, la plus digitale possible, bien entendu avec la possibilité et la nécessité à un moment donné d'être en contact avec des officiers d'état civil béninois. Mais dans tous les cas, juste pour vous expliquer un peu cette approche, elle répond et elle est complètement alignée avec ce que je disais tout à l'heure, la réalité d'un panafricanisme du concret et pas simplement celui des invectives et des mots. Nous rêvons du fait que demain, un jeune Africain n'ait plus besoin de réfléchir à aller postuler pour un visa parce qu'il aura la liberté de circuler sur le continent africain. Et c'est cela le réel panafricanisme. De la même manière, le panafricanisme, tel que nous le voyons, c'est d'offrir la possibilité aussi à nos frères et sœurs de la diaspora qui se sentent profondément africains de pouvoir revenir et faire partie de cette communauté. C'est ça le sens du panafricanisme d'aujourd'hui, un panafricanisme du concret, du réel. Le Bénin fait partie d'une organisation sous-régionale, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est la position du Bénin sur l'avenir de la CEDEAO? En 1975, nous avons décidé de créer cette organisation régionale sur la base d'une promesse. La promesse d'une intégration régionale et la promesse d'une équité au sein de notre intégration régionale pour assurer pour chacun des pays membres un développement harmonieux, intégré, pour que les plus grands tirent les plus petits, que les plus petits contribuent également.
Est-ce que nous avons réussi? Nous avons réussi sur un certain nombre de choses. Nous avons acté la libre circulation des personnes, nous avons créé un espace qui pendant un certain temps a connu une certaine stabilité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas réussi. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que nous puissions réfléchir à revenir aux fondamentaux de la CEDEAO, qui est l'intégration des peuples, le fait de pouvoir avoir dans un espace une forme de solidarité au sein de notre espace. Nous avons manqué à cela à des moments donnés, mais nous avons aussi édicté un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs importantes. Que nos frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso aient décidé de quitter l'organisation sous-régionale, moi j'ai l'habitude de dire que c'est leur choix. Nous avons le droit de le respecter. Nous devons aussi nous poser la question de savoir pourquoi c'est arrivé. Comme on dit chez nous, ce n'est pas là où on tombe qu'il faut regarder, il faut regarder là où on a trébuché. Et nous avons besoin de faire cet examen de conscience si nous voulons assurer la poursuite et l'évolution de notre organisation. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions que vous proposez pour redynamiser l'organisation sous-régionale? Il y a beaucoup de choses que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a d'abord et avant tout le fait de revenir à un fondamental que nous avions, qui est un fondamental de solidarité au sein de notre espace sous-régional, qui est un de solidarité entre les pays, de développement équilibré au niveau de nos institutions. Je pense qu'il faut que nous mettions beaucoup plus en avant les projets économiques, parce que dans ce CEDEAO, c'est communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc la question de l'intégration économique est essentielle. Nous avons besoin aussi de nous asseoir et de nous poser un certain nombre de questions sur les questions politiques. On ne peut pas les occulter. Donc je pense que nous sommes à la croisée des chemins. La CEDEAO a 50 ans et il est important. Tout être humain à 50 ans fait probablement un bilan poussé de sa vie. Il est important que la CEDEAO fasse ce bilan pour que nous puissions avancer sereinement. Le Niger, votre voisin, il y a eu beaucoup de tensions depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le Niger est un pays frère. Je dirais même, comme le président de la République a l'habitude de le dire, le pays siamois du Bénin. Nous sommes les mêmes. Nous partageons une histoire commune, une géographie commune. Et notre ambition, quel que soit ce qui a pu se passer, c'est de pouvoir avancer. Avancer pour nous assurer que les problématiques qui sont les plus essentielles pour nous, nous arrivons à les régler. Avec du recul, est-ce que vous pensiez que justement réagir de la sorte au début, juste après le coup d'État au Niger, ce n'était pas très opportun? La question n'est pas de se dire est-ce que c'était opportun ou pas opportun. On réagit en fonction de nos valeurs. On réagit en fonction des règles que nous nous sommes imposées. Nous sommes au niveau du Bénin et nous le revendiquons un pays sérieux. Lorsque nous prenons des engagements internationaux, nous les respectons. Et c'est au titre de ce respect des engagements internationaux qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises. Mais très rapidement, nous avons œuvré pour que qu'on puisse avancer et qu'on puisse trouver une solution. Parce que la réalité, vous savez, la géographie impose la diplomatie. Le Bénin ne déménagera pas, le Niger ne déménagera pas. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Officiellement, la frontière du Niger est fermée. La frontière Bénin-Niger est fermée. Mais beaucoup disent que sur le plan des échanges commerciaux, ça circule. Pas au niveau de la frontière, mais des voies non officielles. Comment est-ce que le Bénin réagit par rapport à ça exactement? Nous trouvons dommage que les échanges entre le Bénin et le Niger prennent le caractère informel aujourd'hui. Mais c'est un fait et nous devons avancer avec cela. Est-ce qu'on peut envisager une certaine normalisation, notamment avec le Niger? Moi, je pense que nous sommes en bonne voie. Je pense que les efforts du président de la République, du Bénin, la volonté au niveau du gouvernement nigérien vont nous amener petit à petit à une situation où tout cela sera conjugué au passé. C'est en tout cas tout le sens de l'action que nous avons aujourd'hui et c'est ce que nous souhaitons le plus chèrement. La zone de libre-échange au niveau africain, le Bénin n'a pas encore ratifié justement l'accord sur la ZLECAf. Comment comprendre la position de votre pays? La ZLECAf est une bonne chose sur le papier parce qu'on parle de créer un marché d'1,4 milliard d'habitants. On parle d'assurer des échanges plus accrus au sens intra-africain. Et donc oui, c'est une bonne chose sur le papier. Ceci étant dit, la vraie question à laquelle nous devons répondre est de savoir
si cette zone de libre-échange, nous la créons pour les Africains ou pour des personnes qui vivent en dehors du continent africain. Donc nous, notre point aujourd'hui, c'est de dire que la zone de libre-échange continentale, pour qu'elle puisse fonctionner, il est important que nous puissions régler la question de la libre circulation des personnes. L'intégration africaine, vous en avez parlé justement. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste de solution pour rendre cette intégration africaine réelle? Moi, je pense qu'il faut que nous commencions par nos espaces régionaux. Avoir une intégration forte de nos espaces régionaux. Que nous appliquions les règles que nous adoptons nous-mêmes déjà au sein de nos espaces régionaux. Que nous nous assurions que la bouteille d'eau qui est produite au Bénin peut être vendue sans tracasserie au Ghana, au Nigeria, au Libéria. Si nous faisons ça déjà au niveau de l'espace CEDEAO, que l'espace de l'Afrique de l'Est fait la même chose, l'espace de l'Afrique centrale fait la même chose, qu'il en est de même de la SADC, à un moment donné, nous allons pouvoir intégrer nos espaces régionaux. Un autre sujet, le sentiment anti-France qui s'est développé au sein de la région récemment. Je parle essentiellement du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, de la Côte d'Ivoire dans une certaine mesure, du Sénégal. Quelle est la position du Bénin par rapport à ce qui se passe exactement et par rapport à ce sujet précisément? Nous ne pouvons pas être dans une autarcie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le monde, il est global. Le monde, il est intégré et il est connecté. Pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos populations, nous sommes obligés de commercer, d'échanger avec d'autres régions du monde. Nous croyons dans le fait que nous devons travailler avec tout le monde. Nous travaillons avec les Français, nous travaillons, bien entendu, nous travaillons avec les autres pays de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, ce n'est pas que la France. Nous travaillons avec les États-Unis, nous travaillons avec la Chine, nous travaillons avec la Turquie. J'étais en Turquie il n'y a pas longtemps. Nous travaillons avec le Brésil, nous travaillons avec le Vietnam, nous travaillons avec tous les pays au monde. Le plus important pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, la souplesse et la résilience. La souplesse parce que dans un monde qui change, où il y a des opportunités, mais aussi des risques, il est important pour nous de pouvoir être dans une approche qui sauvegarde nos intérêts et nous permette d'atteindre notre objectif ultime qui est celui du développement de notre pays. Donc pas d'anti-France de notre côté, mais aussi une décomplexion totale vis-à-vis dans nos rapports avec nos partenaires. Nous ne sommes pas dans une forme d'allégeance ou de soumission à qui que ce soit au niveau du Bénin. Nous avons des partenaires et nous avons des partenaires multiples. Justement, parlant de sentiments anti-France, le Niger, justement, ce qui a souvent été dit par le général Tiani, c'est que le Bénin a ici, sur son territoire, des bases militaires françaises. Est-ce la vérité? Même si c'était le cas, c'est la souveraineté béninoise. Ma question, je la repose. Est-ce qu'il y a des bases militaires françaises? Et je vous réponds d'abord, même si c'était le cas, ce serait la souveraineté béninoise. Maintenant, il n'y en a pas. Nous l'avons déjà dit. Et je redis un fait d'histoire. Depuis 1960, il n'y en a jamais eu au Bénin, ni de françaises, ni d'aucun autre pays. Au moment où d'autres pays faisaient ce choix-là, le Bénin n'a jamais fait ce choix. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on voudrait taxer le Bénin Mais nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises et je pense que ce sujet il est derrière nous. Parlant de la Turquie en termes d'échange, qu'est-ce que vous avez à offrir à ce pays et qu'est-ce que vous espérez justement d'eux? La Turquie est aujourd'hui un acteur central dans l'équilibre du monde, dans l'équilibre de l'Eurasie et dans l'équilibre du monde, un acteur primordial. Et cela s'est démontré une fois de plus lors du dernier forum diplomatique d'Antalya où j'ai eu le plaisir de participer. Et donc, pour nous, la Turquie est un partenaire essentiel, un partenaire stratégique du Bénin avec lequel nous entretenons de très bonnes relations, des relations que nous souhaitons densifier dans les années à venir, aussi bien au plan économique. La Turquie est une puissance industrielle dans le domaine du textile, dans le domaine de la construction, dans le domaine des matériaux en général, dans le domaine touristique. Et donc nous avons beaucoup à faire ensemble. Je vous donne l'exemple du secteur du coton. Nous sommes un des plus grands producteurs de coton du continent africain. Nous avons commencé à faire la transformation locale de notre coton pour pouvoir remonter la chaîne de valeur dans le textile. La Turquie est un des leaders
du textile mondial. Et donc cela a du sens que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir attirer des entreprises turques qui pourront venir ici au Bénin, avoir accès au coton béninois, transformer le coton béninois pour pouvoir fabriquer des tissus, du textile qui pourraient réexporter vers d'autres endroits du monde. Donc c'est un exemple concret et palpable de ce que nous pourrions avoir comme partenariat dans le domaine économique. Et puis il y a bien entendu le domaine sécuritaire. Donc j'ai envie de dire que je vois de très bonnes perspectives pour nos relations avec la Turquie. Merci Monsieur le Ministre pour cette C'est moi qui vous remercie.